En décembre dernier, Donald Trump invitait à Washington le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, pour signer un accord de paix et mettre fin au conflit qui oppose les deux voisins depuis près de 3 décennies. Depuis lors, on voit que l'administration américaine s'implique dans le dossier, notamment en infligeant des sanctions au Rwanda, accusé d'une offensive contre son voisin par l'intermédiaire du groupe armé M23. Mais alors, quelle contrepartie a obtenu Donald Trump de la part de la République démocratique du Congo? En mars dernier, l'entreprise américaine Virtus Mineral a finalisé l'acquisition de 2 mines au sud de la RDC, représentant 5% de la production mondiale de colbate. Un deal sécuritaire donc, négocié contre l'exploitation des nombreuses richesses du sous-sol congolais. Alors de la colonisation belge aux entreprises américaines en passant par la mainmise de la Chine, que nous dit ce contrat du modèle d'exploitation des mines en RDC? Un invité ce soir pour nous guider et pour nous éclairer, Thierry Vircoulon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois, de transferts de connaissances, d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, c'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Une nouvelle ère de coopération et d'harmonie, prétend le président américain. Vous m'avez dit, Thierry Vircoulon, que la question était facile, la réponse également. Alors, Donald Trump a-t-il réussi, comme il le prétend, à rétablir la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Il a réussi comme ses autres deals de 2025 qui ont tous échoué. Donc non, il n'a pas réussi, voilà, il a raté. Et les combats continuent au Nord Kivu entre le M23 et l'armée congolaise, avec un certain nombre maintenant, une évolution vers la dronisation du conflit. Puisque on voit la multiplication des frappes de drones, et y compris d'ailleurs une frappe de drone qui a tué une employée française de l'UNICEF à Goma il y a quelques semaines. Rappelez-nous peut-être d'un mot qui sont les belligérants de ce conflit. On a mentionné le Rwanda, la République démocratique du Congo évidemment, et cet acteur un peu hybride, particulier, le M23, quel est-il ? Le M23 est un vieux groupe armé composé par des militaires Tutsis congolais, qui en est maintenant à sa 3e rébellion. Après 2008, 2012, il s'est de nouveau rebellé en 2022, à la fin de l'année 2022. Mais cette fois-ci, cette 3e rébellion est la plus grande. C'est-à-dire qu'il n'a jamais contrôlé autant de territoires. Et il a pris les 2 grandes villes de l'Est congolais, que sont Goma et Bukavu, au début de 2025. Et depuis, il y a une sorte de statu quo militaire. Bon, l'année dernière a été dominée par justement les efforts de médiation par Washington. Mais la situation militaire n'a pas évolué sur le terrain et les affrontements continuent. On le comprend donc grâce à vous, la guerre se poursuit. Donald Trump a donc échoué à rétablir la paix. Dans le même temps, a-t-il fondamentalement échoué du point de vue économique cette fois-ci et du point de vue des intérêts des entreprises états-uniennes? Alors justement, tout le retour en quelque sorte des États-Unis sur la scène congolaise est premièrement dû à l'initiative du président congolais, puisque c'est lui qui a appelé Washington l'année dernière pour que Washington s'entremette comme médiateur entre la RDC et le Rwanda dans ce conflit. C'est pas à l'initiative des États-Unis, mais à l'initiative du président congolais. Et parce qu'il avait, à cette époque-là, entendu parler du fait que les États-Unis s'intéressaient, c'était l'époque où il y avait aussi une tentative d'un autre deal de Trump sur l'Ukraine, et il avait entendu que la Maison-Blanche s'intéressait beaucoup aux ressources minières de l'Ukraine.
Et donc, il s'est dit que c'était un bon appât, en quelque sorte, pour Washington de lui ouvrir l'accès à son secteur minier. Parce qu'il faut dire un mot de ce secteur minier au Congo, secteur qui est absolument gigantesque. Le Congo, la République démocratique du Congo est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre. Le pays possède en outre au moins la moitié des réserves mondiales de cobalt. Ce sont des richesses insoupçonnées. Non, c'est pas des richesses insoupçonnées. Elles sont connues depuis très longtemps, depuis l'époque coloniale. Gigantesque, je voulais dire. Ouais, gigantesques. Elles sont connues et exploitées depuis l'époque coloniale, en fait depuis le début du XXe siècle. Et en fait, il y a beaucoup de... Donc on a l'habitude de dire que le Congo est un scandale géologique, parce qu'en effet, il y a à peu près tout. Mais dans ce tout, il y a évidemment des ressources qui sont actuellement plus prisées et plus convoitées, qui sont surtout en effet les ressources de cuivre et de cobalt dont vous parliez. Donc la zone cuprifère au sud-est du pays, qui est aussi le nord de la Zambie. C'est surtout cette zone qui est actuellement convoitée plus que les zones diamantifères du Kasaï ou les zones aurifères des Kivu. Le cobalt nécessaire, par exemple, entre autres, pour construire, fabriquer nos téléphones portables. Je voudrais qu'on mette la lumière sur une entreprise états-unienne en particulier, Virtus Minerals, qui vient d'acquérir 2 mines qui représentent environ 5% de la production mondiale de cobalt. Comment cette entreprise américaine est-elle parvenue à mettre la main sur ces 2 mines et que représentent d'ailleurs ces 2 mines ? Comme vous le disiez, le deal ou la diplomatie transactionnelle de Donald Trump l'année dernière consistait en fait à offrir un deal sécurité contre minerais au gouvernement congolais. Et donc, en échange de l'accès au secteur minier congolais, il fournirait une certaine sécurité par rapport au Rwanda et au M23. C'est ça la logique du deal qui a été mis en œuvre par la Maison-Blanche l'année dernière. Ce deal, en fait, s'inscrit dans une partie d'échecs beaucoup plus large, qui est une partie d'échecs mondiale entre Washington et la Chine, et dont une des dimensions de cette partie d'échecs, c'est évidemment les minerais critiques. Donc, cuivre et cobalt en font partie. Et du coup, la RDC en fait partie, puisque, comme vous le rappeliez, la RDC est le deuxième producteur mondial de cuivre et le premier producteur mondial de cobalt. Donc, elle est dans cette partie d'échecs sino-américaine, comme un pion. Comment expliquer que cette entreprise états-unienne soit parvenue à damer le pion à une entreprise locale ? Je pense à l'entreprise Chemaf qui possédait ces 2 mines. Là aussi, comment l'entreprise américaine s'est-elle imposée de fait ? Simplement en rachetant Chemaf. La stratégie d'entrée actuellement des États-Unis dans le secteur minier américain, c'est d'acquérir des sociétés qui existent, d'obtenir aussi certains droits miniers. Je pense notamment à la mine de lithium de Manono, qui est convoitée par une société qui s'appelle Cobalt Metals, qui est une société américaine aussi. Mais essentiellement, c'est en ce qui concerne le retour des États-Unis dans le secteur minier congolais, je dis bien que c'est un retour parce qu'ils ont déjà été là, se fait essentiellement par de l'acquisition de sociétés existantes. Donc, Chemaf n'est pas une société locale, d'ailleurs, c'est locale. Elle est de droit local, mais ce n'est pas une société détenue par des Congolais. Elle avait eu un passif de 600 ou 700 millions de dollars, et Virtus Minerals, qui est une société qui est liée au complexe militaro-industriel américain, a racheté cette société, donc va repayer sa dette. Elle ne sera pas, pour rentrer dans des détails, Virtus Minerals a acquis Chemaf, mais elle ne sera pas l'opérateur des mines Mutoshi et Étoile dont vous parliez. Ça sera une société indienne qui est une société minière indienne qui va travailler pour Virtus Minerals. L'autre façon d'entrer dans le secteur pour les Américains, ça a été... Il y a plusieurs... Parce qu'au début de cette année, il y a eu des discussions américano-congolaises et les Congolais ont fait plusieurs propositions d'acquisition d'actifs miniers. Et il y a plusieurs autres idées. Il y a Mercuria Trading, par exemple, qui... a fait un partenariat avec la Gécamine pour écouler
une partie de la production de la gécamine en direction du marché américain. Il y a également l'idée qui circule et qu'on entend de plus en plus de l'entrée d'une société de capital investissement américain dans les actifs miniers de Glencore, où il rachèterait 40%, ce qui est très important. Ça n'en fait pas un partenaire majoritaire, mais c'est important. Il rachèterait 40% des actifs miniers de Glencore en RDC. Et donc, voilà, c'est cette entrée par l'acquisition de sociétés et d'actions. Vous nous dites, Thierry Vircoulon, au fond, la substance même, le cœur même de ce deal, c'est minerai contre sécurité. Minerai, on vient de comprendre de quoi il s'agissait. Grâce à vous, sécurité, en revanche, très concrètement, comment cela se manifeste? Comment les États-Unis viennent apporter aide et sécurité, sécurité surtout à la République démocratique du Congo? Sécurité, c'est dans le cadre du conflit avec le Rwanda, essentiellement. Et donc, ça a été tout le processus de paix, ou soi-disant processus de paix de l'année dernière, conduit par la Maison-Blanche, qui a échoué. Et donc, maintenant que ce Donc c'est processus de simplement de paix... la médiation? Non, maintenant que ce processus de paix a échoué, les États-Unis sont passés aux sanctions. Vous en parliez au début de l'émission. Ils ont sanctionné l'armée rwandaise au début de cette année. Et pas seulement le M23, mais directement l'armée rwandaise. Et puis, il y a aussi une idée qui vient de surgir il y a quelques jours, de constituer une garde minière, c'est-à-dire une sorte de petite armée dont le job serait de protéger les mines en RDC et qui serait soutenue financièrement par les États-Unis et probablement formée par une société privée militaire américaine qui est celle de Erik Prince, dont on parle beaucoup et qui a été fameux à l'époque de Blackwater. Et puis il y a un troisième axe dont nous n'avons pas encore parlé dans ce deal. On a parlé de la sécurité, des minerais. Le troisième, c'est l'immigration. Je voudrais vous faire entendre la voix d'Hugo, migrant colombien, expulsé des États-Unis vers la République démocratique du Congo. C'est un dispositif, on va le comprendre, absolument délirant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge. Et d'un coup, le 15 avril, on m'a informé que j'allais être transféré en République démocratique du Congo. On voit bien que ce pays est l'un des plus pauvres du monde. Tout ce que j'attends, c'est que les autorités colombiennes m'aident à obtenir un document de voyage pour que je puisse enfin rentrer chez moi. Parce que franchement, j'ai plus peur d'être dans ce pays que dans le mien. J'ai plus peur d'être en Afrique qu'en Colombie. Alors là, il faut nous expliquer encore, Thierry Vircoulon, comment se fait-il que une personne réfugiée, migrante aux États-Unis soit expulsée du pays, non pas dans son pays d'origine, mais en RDC, en République démocratique du Congo? Parce que justement, le président congolais n'a rien à refuser à Washington. Parce que, comme on le disait, il veut obtenir la sécurisation de son régime à Washington. Et donc, comme la politique américaine, on le sait maintenant depuis l'arrivée de Trump, c'est d'expulser les clandestins n'importe où, c'est-à-dire pas forcément dans leur pays d'origine, eh bien, le gouvernement congolais a accepté d'entrer dans cette politique. Et donc là, en effet, il y a des Sud-Américains qui ont été expulsés vers le Congo, mais j'ai vu qu'on annonçait aussi des Afghans, ce qui sera encore plus exotique, qui seront expulsés au Congo par les États-Unis. Et donc le paradoxe de cette politique, si vous voulez, c'est que les États-Unis expulsent des migrants dans un pays qui lui-même produit des réfugiés massivement à cause de la guerre dans l'est du Congo. Et donc, on voit bien que la situation est devenue complètement absurde, puisque un pays dont certains citoyens s'enfuient à l'étranger se propose d'accueillir des citoyens, des migrants d'autres pays, donc, et de l'autre côté de l'Atlantique en plus. Quelle est l'ambition ultime à ce stade du président congolais? Souhaite-t-il au fond que les États-Unis entrent pleinement dans cette guerre? On sait, on a vu, on a aperçu sur le terrain des mercenaires américains de la société qui s'appelait Blackwater. On les a aperçus justement participer à ce conflit. Que cherche fondamentalement dans ces transactions le président congolais?
Alors, c'est la survie de son régime, premièrement, et pour voir un peu plus loin, c'est un troisième mandat, puisqu'il va devoir, son mandat arrive à terme bientôt, et donc il va essayer d'obtenir, comme la plupart des présidents de la région, un troisième mandat au forceps, et c'est ça son objectif politique. Pour ça, il a besoin en effet de l'appui des États-Unis. Cet appui sécuritaire, alors comme on le disait, il y a une dimension diplomatique avec les sanctions contre le Rwanda, etc. Mais évidemment, en coulisses, contre le M23, il y a aussi les mercenaires dont vous parliez, dont d'une manière ironique, il y a des Colombiens parmi ces mercenaires, parce que Eric Prince a recruté aussi beaucoup de Colombiens qui sur le marché des mercenaires. Eric Prince, le patron de Blackwater. Voilà, de Blackwater, qui s'appelait plus Blackwater, il a une autre société maintenant. Et donc, il recrute des mercenaires colombiens et qui travaillent au Congo aussi. Et donc ce volet sécuritaire, ce volet un peu barbouzard, grosso modo, actuellement semble assez focalisé sur les drones, sur la mise en œuvre des drones, avec, comme je le disais, une dronisation du conflit en cours dans l'est du Congo. Et une sorte de guerre un peu secrète, on va le dire, qui serait conduite par, en effet, des entreprises de mercenaires pour le compte du gouvernement congolais qui n'a toujours pas d'armée. Si on s'intéresse à cet acteur que vous avez mentionné un peu plus tôt dans cette discussion, Thierry Vircoulon, je veux parler de la Chine. Le Congo, la République démocratique du Congo, est-elle plus que jamais un théâtre d'opposition majeur entre les États-Unis et la Chine? Et si oui, comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Oui, c'est un théâtre d'opposition sur, comme je le disais, la problématique des minerais critiques et donc de qui va contrôler la chaîne de valeur des minerais critiques aux batteries électriques. Et c'est très ironique d'ailleurs parce que, comme je le disais, en fait, les États-Unis qui essayent de revenir maintenant dans le secteur minier congolais y étaient. Et ils étaient revenus en fait au début de ce siècle en faisant le plus gros investissement minier, en achetant le complexe de Tenke-Fungurume pour 1,2 milliard de dollars à cette époque. Et à cette époque, ils avaient damé le pion à la Chine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2006, la Chine est passée à l'offensive. Et finalement, la compagnie américaine qui détenait Tenke-Fungurume l'a vendue en 2016 à qui? À des intérêts chinois. Et donc, c'est extrêmement ironique, si vous voulez, de voir qu'il y a 25 ans, les États-Unis sont rentrés dans le secteur cuivre-cobalt, qu'ils en sont sortis 15 ans plus tard, et que 10 ans plus tard, ils veulent à tout prix y revenir. Ça prouve une politique extrêmement inconséquente, qui n'est pas une politique de longue vue, contrairement à la Chine, qui, elle, a une vraie politique de longue vue. Mais à Washington, on a des vues très, très courtes. Et il est extrêmement ironique de voir qu'ils ont vendu ce que maintenant, ils veulent racheter. Quelle conclusion tirer de cette présence chinoise en République démocratique du Congo? Comment le secteur minier a-t-il été géré justement par ces intérêts chinois? Il a été géré comme toujours avec Beijing dans la plus grande opacité et sur le mode. Mais là, j'aurais tendance à dire sur le mode historique congolais, c'est-à-dire que la RDC étant une kleptocratie minière, ils ont joué le jeu de la kleptocratie minière. Ils ont signé un méga deal de plusieurs milliards de dollars en 2007 avec le président Kabila. C'est ça qui leur a permis de rentrer dans le secteur minier en créant une joint venture qui s'appelait Sicomine. Le deal du siècle. Le deal du siècle pour 9 milliards de dollars, bon, précise, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'était un investissement, le plus grand investissement. Et cet investissement était complètement opaque, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que les Chinois dépensaient. C'était un deal. Eux, contrairement aux États-Unis, ils ne font pas des deals sécurité contre minerais, mais ils font des deals infrastructure contre minerais. Et donc, en échange de l'entrée dans le secteur minier, ils devaient construire des infrastructures. Et en fait, on ne sait pas vraiment combien d'infrastructures et à quel coût ils ont construit. Et on ne sait pas vraiment combien de minerais allaient en Chine et ce
ce que devenaient les profits véritablement de ce joint venture. Et donc c'était vraiment sur le mode du partenariat kleptocratique entre le président Kabila, son entourage et Beijing. À propos de kleptocratie, le président congolais lui-même ne risque-t-il pas de se voir reprocher de brader les ressources minières du pays? Est-ce que ce n'est pas un reproche qui le guette, ou au fond ce n'est pas, j'allais dire, sa crainte principale aujourd'hui? C'est un reproche qu'on lui fait déjà publiquement au Congo, hein, ça beaucoup de Congolais le disent. Ils ont compris en effet que le but du président, c'est la survie de son régime. C'est pas l'intérêt du Congo, c'est la survie de son régime. Et que pour ça, comme c'est son prédécesseur Laurent Désiré Kabila, il est prêt en effet à brader les actifs miniers du Congo. Dans ce cas, c'est aux Américains, comme ça l'était d'ailleurs aux Américains, aux intérêts anglo-saxons lors de Laurent Désiré Kabila, qui était dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même situation historique. Quand un régime congolais commence à s'effondrer au plan sécuritaire, il brade les actifs miniers du pays pour chercher un protecteur. Et ça fait 2 fois maintenant que ce protecteur est anglo-saxon. Et donc c'est toute l'ironie de l'histoire. Mais la conclusion sera probablement la même. C'est-à-dire que le régime de Laurent Désiré Kabila s'est effondré. Et pour le moment, si vous voulez, la Chine reste très prudente, très pas attentiste, mais elle est prête aussi à des contre-attaques. Je voudrais vous faire entendre la voix grâce au reportage diffusé sur TF1 dans 7 à 8 en avril dernier, la voix de Louise, son mari et leurs 3 enfants qui travaillent dans une mine congolaise de cobalt. Christian, casse-moi ces cailloux. Apporte ce sac et reviens en prendre un autre. On passe nos journées à casser des cailloux. J'ai mal partout. J'en peux plus. Si je pouvais gagner plus d'argent, je mettrais mes enfants à l'école et j'arrêterais de les emmener dans cet enfer. Il y a des jours où l'on ramasse à peine de quoi gagner 2 €. Je vous assure, on n'a pas d'autre choix que d'amener nos enfants ici pour réussir à survivre. Quand les gardes arrivent, on doit s'enfuir. Moi, je peux courir vite. Mais les enfants ne peuvent pas. Et parfois, ils attrapent même les enfants. Je suis obligée de prendre les plus petits dans mes bras et ma fille court derrière moi. À quel point, Thierry Vircoulon, à quel point la population congolaise aujourd'hui est-elle éloignée des intérêts, des bénéfices produits par ce système, ce secteur minier? Comme le reportage l'indique, la grande partie de la population congolaise, en effet, ne bénéficie pas du secteur minier et, dans certains cas, en souffre. Et c'est ce qu'expliquait un peu ce reportage qui parle à la fois du travail des enfants dans les mines artisanales et dans le fait que certaines de ces mines artisanales sont en fait illégales puisqu'elles sont sur des concessions de sociétés. C'est pour ça qu'il parlait des gardes qui viennent les chasser, etc. Et donc il y a cette tension dans le sud-est du pays permanente entre ces artisans miniers qui font ça, comme le dit le reportage, à cause de la pauvreté, et les grandes entreprises minières. Et donc il y a ces frictions permanentes, ces tensions permanentes dont personne n'a trouvé la solution jusqu'à présent, et qui parfois se traduisent par des violences et des meurtres. Mais on voit bien que ce secteur minier est scindé en deux, est clivé en deux, entre un secteur minier industriel et puis un secteur minier artisanal, et que le secteur minier artisanal est évidemment le réceptacle de la plus grande pauvreté. Un détour par l'Europe, par la Belgique en particulier et par Bruxelles donc, à l'Africa Museum à Bruxelles justement. Que trouve-t-on dans les sous-sols? Quelles sont ces archives congolaises qui attirent toutes les convoitises aujourd'hui? À l'époque coloniale belge, il y a eu évidemment des études faites sur le sous-sol congolais. Et donc, il y a des cartes géologiques très intéressantes qui se trouvent au musée de Tervuren. Et c'est un peu ces cartes sont un peu le trésor du musée de Tervuren. Qu'est-ce qu'elles indiquent? Qu'est-ce qu'elles montreraient? Pourquoi surtout représentent-elles aujourd'hui un véritable enjeu politique?
C'est un enjeu surtout économique parce que, évidemment, beaucoup de sociétés veulent connaître de manière le plus détaillée possible le sous-sol congolais. Et donc, il y a régulièrement des visites de sociétés minières. En tout cas, à une époque, il y avait régulièrement des visites de sociétés minières à Tervuren pour consulter ces cartes. Maintenant, la politique du musée de Tervuren a changé. Et donc, c'est devenu un enjeu politique parce que le musée veut, d'une part, numériser tout ce fonds et puis le transmettre aux autorités congolaises et donc ne plus permettre à ce que des sociétés viennent les consulter comme ça. Et donc c'est, comme je le dis, un peu le trésor du musée de Tervuren. Ce serait une bonne chose donc que l'État congolais puisse les récupérer à défaut que des entreprises privées s'en saisissent ? Probablement non, puisque le gouvernement congolais... Alors, c'est pas que des entreprises s'en saisissent, parce que les entreprises privées ne vont pas se saisir d'un fonds d'archives au musée de Tervuren. Les consulter, donc. Mais les consulter. Mais si vous voulez, elles seront probablement... Le gouvernement congolais monnaiera très probablement cette consultation. Ceci est un peu anecdotique, parce que le secteur minier du Katanga s'est développé depuis le début de ce siècle sans que les sociétés minières aient absolument besoin de ces données, si vous voulez. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, vous êt chercheur associé à l'IFRI. Merci de nous avoir raconté, expliqué justement en quoi consistait ce fameux deal vendu par Donald Trump. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission: Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken. Une émission réalisée et mise en onde par Léa Racine.